On a pu remarquer que le général de Gaulle a improvisé tous ses discours jusqu'à maintenant. Bien, de grands hommes. Le voici dans les fleurs. Madame de Gaulle. C'est une immense émotion. Salut. Parce que le scepticisme n'est jamais aussi fort que lorsqu'il procède à son autocritique, je voudrais éclairer un problème potentiel. En fait, j'ai peur qu'une croyance irrationnelle se soit glissée chez les plus fervents défenseurs du scepticisme. Mais avant de se pencher dessus, je voudrais commencer par une distinction qui me semble d'une importance capitale. Je vois deux types de croyances, deux grandes familles. D'un côté, le mot croyance renvoie à ce qu'on pourrait appeler des croyances de surface, c'est-à-dire ce qu'on croit consciemment. Par exemple, si on me demande « Tu crois en X, toi ?» je peux faire une introspection et répondre « Oui, je crois en X » ou « Non, je n'y crois pas ». De l'autre côté, le mot croyance peut renvoyer à des croyances qu'on pourrait dire profondes. Ça désigne les croyances qui ont un ancrage inconscient. Il arrive qu'elles correspondent à une croyance de surface. Par exemple, je crois consciemment que je m'appelle Paul, mais je le crois aussi inconsciemment. Si j'entends mon prénom dans la rue, je vais me retourner comme par réflexe. Elles sont présentes en nous et elles influencent notre pensée, nos choix et nos actions. Mais parfois, les croyances profondes restent en profondeur. Elles ne parviennent pas à la conscience. On ne sait pas qu'on croit quelque chose. Même si je n'ai jamais pensé consciemment « Les gens qui comprennent la mécanique quantique sont impressionnants », il se peut que, rencontrant une chercheuse en mécanique quantique, je sois impressionné. C'est déjà intéressant parce que cela fait des croyances de surface des métacroyances. Je veux dire un truc tout simple, croire consciemment en X, c'est croire que l'on croit en X. Et c'est donc aussi vrai à l'envers. Ne pas avoir de croyance consciente en Y, cela revient à croire qu'on ne croit pas en Y. Vous comprenez le problème auquel on fait face. Il arrive qu'une croyance de surface soit contredite par une croyance profonde. On croit qu'on croit en X, alors qu'en réalité, on n'y croit pas vraiment. Peut-être que si on me demande « Tu les trouves impressionnants, toi, les spécialistes de mécanique quantique ?» je fais une introspection et pense « Non, pas vraiment. La physique, tu sais, ça me fait ni chaud ni froid. » Et puis je rencontre cette physicienne, elle me raconte sur quoi elle bosse, et bim, je suis impressionné. J'imagine que si on se donne pour but de tester nos croyances, il faut impérativement prendre cela en compte. Si je ne m'occupe que des croyances conscientes, donc celles que je verbalise, je risque de passer à côté de croyances qui jouent un rôle central dans ma vie. Parce que les croyances profondes sont celles qui nous engagent, c'est-à-dire qu'elles définissent notre personnalité, nos préférences, nos valeurs, etc. Il est tentant de dire que les croyances profondes priment sur les croyances de surface. Si je dis croire en X mais que mon comportement semble indiquer le contraire, on sera tenté de conclure que ma vraie croyance, ce n'est pas de croire en X. Pour reprendre cet exemple, on dira « Tu croyais que la physique quantique ne pouvait pas t'impressionner, mais en fait, la vérité, c'est que ça t'impressionne. » Sous-entendu, tu avais tort de croire que ça ne t'impressionnait pas. Et donc, tu avais tort de croire que tu croyais que ça ne t'impressionnait pas. J'ai cru en mon introspection, mais je me suis trompé. L'expérience m'a révélé que j'aurais dû croire que ça m'impressionnait. Autrement dit, le comportement révèle nos vraies croyances. Et les croyances qu'on identifie dans notre tête, quand on y pense consciemment, ne valent peut-être pas grand-chose tant qu'elles n'ont pas été mises à l'épreuve. D'où l'importance d'observer notre comportement, nos réflexes, nos attitudes. Et je me dis que le scepticisme est donc d'autant plus pertinent qu'il s'intéresse aux croyances profondes, à ces croyances qui engagent effectivement nos comportements. Après tout, le problème des antivax, c'est bien que ça véhicule un discours qui va avoir des effets super concrets dans le monde. Des gens vont refuser de se faire vacciner. Si tous les antivax du monde disaient schématiquement « On n'y croit pas, mais on ira se faire vacciner quand même, et on invite tout le monde à faire pareil », on ne dépenserait pas d'énergie à déconstruire leurs arguments. C'est donc ces croyances-là qui m'intéressent aujourd'hui. Et j'ai bien l'impression qu'une croyance profonde, particulièrement peu solide, est extrêmement répandue, et ce, même chez les défenseurs du scepticisme. Le libre arbitre. Pourquoi ne parle-t-on jamais de la croyance dans le libre arbitre ? Pourquoi n'est-ce pas l'objet de toutes les attentions ? On pourrait être tenté de dire que c'est une des croyances irrationnelles les plus ouf du monde. Ça mériterait de faire la une. Grand debunking ! La société dans sa totalité fonctionne sur une prémisse complètement fausse. Plus embêtant, pourquoi continue-t-on de se comporter comme si on était libre ? Bon, peut-être que je vais un peu vite, alors arrêtons-nous 2 minutes sur cette histoire de libre arbitre.
Ici, je parle de libre arbitre dans son acception usuelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il est possible pour un sujet conscient de prendre une décision librement. En ce sens, l'espace où a lieu la prise de décision libre, ce serait la conscience. Il existe au moins 3 manières pour défendre l'idée que le libre arbitre est une illusion. La première approche, c'est l'approche psychanalytique. Cela consiste à mettre en avant l'existence de désirs, de valeurs, d'idées, de mécanismes inconscients qui, dans les coulisses de notre esprit, tirent les ficelles et orientent nos choix, nos goûts, nos préférences, nos décisions. L'argument pourrait être formulé ainsi. Puisque nous savons être influencés par notre inconscient, mais que nous sommes incapables de savoir à quel point, et que nous sommes par conséquent incapables d'identifier avec suffisamment de certitude les zones de notre activité mentale où l'inconscient ne jouerait aucun rôle, où la conscience serait libre de toute influence inconsciente, nous ne sommes jamais en mesure d'affirmer que telle ou telle décision fut prise en toute lucidité, c'est-à-dire pour les raisons que l'on croit, suivant le trajet de réflexion consciente qu'on a suivi. Bon, c'est vrai que les sceptiques ne sont pas souvent hyper convaincus par la psychanalyse. La seconde approche est sociologique. Elle consiste à repérer des tendances dans les prises de décision au sein de milieux socioculturels. Forcément, au bout d'un moment, si on pense comme les gens de son milieu, si on s'habille comme les gens de son milieu, si on vote comme les gens de son milieu, si on écoute la même musique que les gens de son milieu, on peut commencer à se demander si on est vraiment libre. Là encore, il s'agit de dire, comme précédemment, puisque nous observons une influence de notre milieu social sur nos croyances et notre comportement, et comme il est impossible de délimiter avec une extrême précision son champ d'action, on ne peut être certain que telle ou telle décision n'est pas en réalité une réaction causée in fine par un milieu socio-culturel donné. Si on combine l'influence de l'inconscient à l'influence du milieu social, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que les sceptiques semblent encore assez réticents à l'idée d'intégrer la sociologie dans leur processus de réflexion. À cet égard, d'ailleurs, je renvoie à cet article et à cette vidéo. Alors il reste le troisième argument, celui qui est sur le papier imparable parce qu'il vient des sciences dures. Depuis Benjamin Libet, et ce fut ensuite approfondi par ses héritiers, on a découvert que le cerveau décide avant la conscience. Ou pour aller plus vite, le cerveau décide, puis une fraction de seconde plus tard, nous vivons l'expérience consciente de la prise de décision. Parce qu'évidemment, c'est ça que l'on appelle le libre arbitre. L'impression qu'il y a quelque chose tel qu'un soi, c'est la personne qui parle quand on dit « je », et que cette personne peut décider librement de faire ceci ou cela. Voilà, un consensus scientifique existe sur cette question, il n'y a aucune preuve de l'existence de ce jeu libre de décider. Rien ne dit que c'est par mon activité consciente, donc pas non plus par mes réflexions et mon raisonnement super méga rationnel, que je décide. Ça rend modeste, hein. Notez que même parmi les gens plutôt réticents aux approches psychanalytiques et sociologiques, comme les 4 apôtres du rationalisme athée, on a commencé à reconnaître l'étendue de la catastrophe. Samaris a consacré un livre pour expliquer que le libre arbitre est une illusion, et Daniel Dennett, le moins suspect des 4, a aussi intégré ses recherches à son travail, et il défend désormais une conception du libre arbitre qui n'a plus grand-chose à voir avec le sens qu'on associe à l'expression habituellement. Bref, si vous voulez en savoir davantage sur cette question fascinante, je vous invite à vous renseigner et j'ai mis plein de liens en description. Toujours est-il que je veux revenir à mon problème initial. Puisqu'on a compris, grâce à la science, que le libre arbitre était une illusion, pourquoi continuer d'agir d'une façon qui nie cette conclusion ? On pourrait, par exemple, éviter de se moquer des individus en pointant du doigt la bêtise de leurs posts ou de leurs commentaires. Parce que se moquer ou stigmatiser une personne pour avoir dit un truc qu'on juge bête, ça n'a de sens que si on considère que cette personne est libre. Pour le dire autrement, se moquer d'une personne parce qu'elle subit une situation dans laquelle elle n'a eu aucun choix, c'est de la pure cruauté. À moins d'être cruel, on ne se moquerait pas d'un sourd parce qu'il n'a pas entendu ce qu'on lui a dit. On ne se moquerait pas de quelqu'un qui renverse sa tasse de café parce qu'on l'a violemment bousculé. On ne se moquerait pas d'un sportif qui doit abandonner une épreuve à cause d'une blessure. Généralement, on se moque, on pointe du doigt quelqu'un parce qu'on considère que cette personne aurait pu se comporter autrement. La question de la supposée bêtise ou intelligence d'un individu forme donc un cas particulier. Il est beaucoup plus facile de reconnaître l'existence de contraintes matérielles et physiques que de reconnaître l'existence de contraintes mentales. En fait, on se moque de la bêtise de quelqu'un parce que l'on considère qu'une personne peut réfléchir librement. Parce qu'on entretient l'idée selon laquelle, chez l'être humain, la réflexion, la capacité à réfléchir et penser, pourrait fonctionner abstraitement, comme dans un monde à part, un monde libre de toute contrainte ou détermination matérielle. L'esprit serait l'espace où se manifeste la liberté des êtres humains. Petite pause interactive. Il existe un argument pour justifier qu'il faille quand même traiter les individus comme s'ils étaient libres.
Je vais en parler plus loin dans la vidéo. Vous l'avez ? Sinon, prenez 2 secondes pour y penser. Reprenons. Du point de vue de ce que la science nous apprend sur le libre arbitre, il est tout aussi bête d'admirer Pauline pour son intelligence que de mépriser Jacques pour sa supposée bêtise. On me répondra peut-être que se moquer d'une personne sur Twitter n'est révélateur de rien, que c'est simplement de l'humour. Mais je ne crois pas. Je pense que c'est révélateur de la manière dont on perçoit les choses spontanément. Si on voit effectivement le comportement des gens comme les effets d'un ensemble de causes, donc si notre croyance profonde, c'est que la qualité des raisonnements d'une personne s'explique par des causes externes, alors la supposée bêtise d'une personne cesse effectivement d'être drôle. Et donc, au lieu de blâmer l'individu pour ses raisonnements ou ses prises de position, on se met à s'intéresser aux causes, aux facteurs déterminants. On arrête de croire que l'esprit est le seul responsable des pensées qu'il produit. Si les décisions d'un individu sont déterminées par un cerveau, on doit prendre sérieusement en considération les conditions matérielles dans lesquelles évolue ce cerveau. Mettons que Monsieur X, pour aller au boulot, prend sa voiture, confortable et silencieuse qui plus est. Il passe par une jolie route boisée, le soleil éclairant son début de journée. Arrivé au travail, les salariés lui disent bonjour avec respect et déférence, voire un peu de crainte puisqu'il est le patron. Il s'installe dans un beau bureau avec une porte et n'est dérangé que lorsqu'il l'autorise. Il a même une baie vitrée. Madame Y, quant à elle, marche un quart d'heure entre des immeubles tout gris avant de prendre un bus qui l'amène à la gare de RER où elle prendra le train pendant 45 minutes debout. C'est bruyant, ça ne sent pas forcément très bon. Enfin, quand elle arrive au travail, déjà un peu fatiguée par ce trajet, elle s'installe dans son open space, pas tellement moins bruyant que le RER. Elle dit bonjour en souriant à Monsieur X et essaie de se concentrer malgré le bruit que fait son collègue. Eh bien, ces 2 cerveaux ne sont pas du tout soumis aux mêmes stimuli. Pas les mêmes niveaux de stress, pas les mêmes niveaux de fatigue, pas les mêmes interactions sociales, pas les mêmes joies, pas les mêmes difficultés. Il ne faudrait pas s'étonner ensuite que ces 2 cerveaux ne produisent pas la même vision du monde, pas les mêmes raisonnements, puisqu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes pensées, qu'ils ne désirent pas les mêmes choses, etc. La vie de Monsieur X le conduit peut-être à vouloir maximiser ses profits. La vie de Madame Y la conduit peut-être à vouloir se reposer. Il serait carrément injuste, par exemple, de laisser entendre à Madame Y qu'elle est seule responsable du regard qu'elle porte sur le monde, de sa fatigue, de son manque de motivation, de ses désirs ou valeurs. Se contenter de dire « les individus sont biaisés », donc tout réduire à une dimension psychologique individuelle, c'est manquer le plus important. Dans la vidéo précédente, j'ai un peu abordé ce sujet-là, depuis un angle psychologique justement, histoire d'être ironique. Cette fois, je voudrais poser la question depuis un angle davantage philosophique, en demandant quelle est l'idéologie qui se cache derrière la croyance dans le libre arbitre. Pourquoi laisse-t-on autant de côté les déterminismes ? Pourquoi continue-t-on à faire comme si on était libre ? On pourrait, malgré le consensus scientifique, défendre l'idée selon laquelle ce n'est pas irrationnel de croire dans le libre arbitre. On pourrait dire, du point de vue de l'individu, il est logique de croire qu'on est libre. Un peu comme il est rationnel, du point de vue des enfants, de croire au Père Noël. C'est ce qu'explique cette super vidéo. Précisément, il y est rappelé que la rationalité est affaire de point de vue et que, mis à part en logique formelle, on n'évalue pas un raisonnement sans prendre en compte le contexte dans lequel il s'inscrit. Mais alors ici, quel est le contexte ? Quel est le contexte qui justifie qu'on continue de croire au libre arbitre ? Eh bien, c'est la société, le monde social. Mais en quoi ce contexte suffit-il à justifier une croyance erronée ? Est-ce le fait que tout le monde agit comme si on était libre ? Que tout le monde a effectivement l'impression d'être libre ? Pas sûr. Si 80% des gens étaient anti-vax, il faudrait quand même déconstruire cette croyance. C'est pas une histoire de majorité. C'est qu'on a un sentiment à ce moment, une intuition pragmatique, il vaut mieux croire au vaccin. Ou pour le dire autrement, on a intérêt à ce que les gens ne doutent pas des vaccins. Une question massive se cache derrière ce sentiment. Que faut-il penser ? Ou que faut-il croire ? Ou que vaut-il mieux croire ? Vous vous souvenez de notre petite pause interactive il y a 5 minutes ? J'ai dit qu'il y avait un argument qui pouvait justifier qu'on continue de traiter les individus comme s'ils étaient libres. Eh bien, par exemple, ça peut être pour inciter quelqu'un à changer de comportement. Typiquement, sur Twitter, des experts corrigent des vulgarisateurs. Mais du coup, vous voyez le problème ? La justification derrière la responsabilisation individuelle, derrière la croyance dans le libre arbitre, c'est au fond une justification essentiellement pragmatique, donc politique. C'est l'idée que c'est mieux pour la société de continuer à faire comme si on était libre. Ce qui révèle une espèce de paradoxe. Pour pouvoir se revendiquer libre, il faut en fait se positionner politiquement. Il faut pouvoir justifier que c'est bon pour l'organisation de la société.
Bon, je résume le raisonnement qui me conduit à cette conclusion. 1. On s'intéresse aux croyances parce qu'elles impliquent des comportements. 2. Si le critère ultime est celui de la validité scientifique, alors il faut abandonner la croyance dans le libre arbitre et s'entraîner à agir en ce sens, par exemple en abandonnant l'idée de la responsabilité individuelle. 3. Si l'on veut continuer à croire au libre arbitre, à agir comme si on était libre, alors il faut faire appel à un autre critère pour justifier ce choix. Je ne vois pas d'autre critère que celui du pragmatisme. On a intérêt à faire comme si on était libre. 4. Si on limite cette justification à l'échelle individuelle, cela revient à dire « je peux croire quelque chose de faux si ça me fait plaisir ». Et dans ce cas, on arrête de vouloir corriger les croyances fausses des gens. À cela, on peut avoir envie de préciser « on peut croire des choses fausses si ça nous fait plaisir et si ça n'implique pas de comportement problématique pour la société ». Et c'est vrai que c'est un argument mis en avant par la sphère sceptique. On débunk les croyances fausses qui ont un impact sur la société. 5. Donc tout ceci impose de prendre en compte l'échelle collective. Il nous est permis de croire quelque chose de faux, car cela participe au bon fonctionnement de la société. Ou parce que cela n'entrave pas le bon fonctionnement de la société. Et donc cela impose de se poser une question très difficile. Qu'est-ce qu'une société qui fonctionne bien ? En somme, ça impose de poser explicitement la question politique. Continuer de se comporter comme si on était libre alors que le consensus scientifique révèle que cette liberté est illusoire, cela revient à déclarer « il y a plus important que la vérité, il y a la politique ». C'est-à-dire que la distinction vrai-faux n'est pas le critère ultime pour décider quelles croyances ont droit de citer. Si le consensus scientifique n'est pas le critère ultime, permettant de distinguer les bonnes et mauvaises croyances, à quelle méthode pouvons-nous nous raccrocher ? Eh bien, je crois qu'il faut faire de la philosophie. Mais c'est hyper compliqué la philo. Parce qu'il s'agit de questionner des valeurs, de s'interroger sur ce qui est bon ou mauvais, et cela impose de produire des réflexions qui ne sont pas réductibles à des jugements empiriquement vérifiables. Alors pourquoi cet oubli ? Bien paradoxalement, je crois qu'on peut en trouver l'explication dans l'histoire de la philosophie elle-même. Alors soyons schématiques 2 secondes. Les anciens, c'est-à-dire ici Aristote, disaient en gros « Une société juste est une société où on accorde aux gens ce qu'ils méritent. » Bon, d'accord, mais comment sait-on qui mérite quoi ? Aristote est tenant de ce qu'on appelle l'éthique de la vertu. Pour faire vite, une éthique conséquentialiste se concentre sur les conséquences de l'action. Une bonne action est une action qui a de bonnes conséquences. Une éthique déontologique insiste sur des règles. La bonne action est celle qui suit un devoir moral. L'éthique de la vertu se concentre sur les traits de personnalité. On considère qu'il y a des dispositions vertueuses et c'est cela qu'on valorise. On se demande, telle personne est-elle vertueuse ? Et ça revient à se demander, Monsieur X a-t-il une bonne personnalité ? Bon, mais c'est quoi une bonne personnalité ? Comment on définit ça ? On n'a pas beaucoup avancé là. Eh bien en fait, en fonction d'une chose hyper importante, le télos, c'est-à-dire la finalité, l'objectif qu'on se donne. En somme, une société se fixe un objectif et ce qui va dans le sens de l'objectif est considéré comme vertueux et ce qui fait obstacle à l'objectif est considéré comme du vice. Seront récompensés celles et ceux dont la personnalité est considérée comme vertueuse, c'est-à-dire compatible avec les objectifs que s'est donné la société. Mettons qu'une société se donne comme objectif d'être la meilleure en sport. Eh bien, elle va encourager et récompenser les dispositions corporelles et mentales qui favorisent la performance sportive. Évidemment, on peut imaginer plein de déclinaisons. Une société pourrait se donner comme objectif d'être super solidaire, ou super écologique, ou super pieuse. Et à chaque fois, cela implique et définit des vertus et des vices spécifiques. Vous voyez le souci. Qui décide de l'objectif que se donne la société ? C'est super important puisque ça revient à demander qui décide que tel trait de caractère est vertueux ou vicieux ? C'est chaud. Dans notre société sportive imaginaire, qui valorise le tempérament compétitif, un musicien chétif qui préfère l'égalité et l'entraide vivrait sans doute dans la misère. Et ça ne choquerait personne puisque sa personnalité serait synonyme de vice. Ça paraît pas hyper cool. Et ce problème se pose dans le vrai monde que nous connaissons. Comme dans le sultanat de Brunei, où on est prêt à lapider les homosexuels parce qu'on identifie l'homosexualité comme un vice. Faut pas s'étonner que ça refroidisse un peu. Alors les modernes ont dit « Ouais mais non, en fait, une société juste c'est pas ça. Une société juste, c'est une société où chacun est libre de vivre selon sa propre conception de la vie bonne. » Dans la mesure, bien entendu, où cette conception n'entre pas en conflit avec celle d'autrui. Comme si chaque individu allait pouvoir développer sa propre éthique de la vertu dans son coin. Et du coup, tout le monde fait « Mais ouais, mortel, on fait ça. Chacun fait son truc sans faire chier les autres, c'est la liberté, wouh !»
Et voilà comment est né le fantasme de l'État neutre, qui est juste là pour éviter que ce soit le bordel, et qui laisse les gens faire ce qu'ils veulent dans une certaine mesure. Pourquoi je dis fantasme ? Parce que même si beaucoup de gens croient aujourd'hui vivre dans une telle société, à savoir une société qui ne ferait pas dans la promotion d'une vie bonne en particulier, qui ne désignerait pas de vertus et de vices, mais qui laisserait les gens libres de choisir ce qu'ils valorisent, eh bien ce n'est pas le cas. On est encore bien travaillé par des questions de vices et de vertus. On pourrait d'ailleurs y voir un petit paradoxe, parce que oui, considérer qu'une bonne société est une société où chacun poursuit sa conception de la vie bonne, cela reste une conception de ce que c'est qu'une société bonne. Au-delà de ça, notre société valorise et dévalorise explicitement plein de trucs. Elle fait la promotion de certains traits de caractère. Elle récompense des choix de vie plutôt que d'autres. Ne pas se rendre compte de ça, c'est très embêtant. Quand Macron dit « les jeunes Français devraient vouloir devenir milliardaires », au-delà de la bêtise de la déclaration, c'est clairement une injonction qui appartient à l'éthique de la vertu. Macron ne dit pas « il faut que les jeunes inventent leur conception de la vie bonne », il dit « que les jeunes participent à l'objectif capitaliste ». Startup Nation, c'est ça. La vie bonne, c'est la vie entrepreneuriale. Les gens bien sont les gens qui font du business et qui réussissent. Ça ne veut pas simplement dire qu'ils seront récompensés par de l'argent. Ils sont aussi récompensés par un statut social. C'est une valeur symbolique. L'idée même d'ascenseur social révèle que l'éthique de la vertu est encore présente. Parce que ça dit « il vaut mieux être une personne qui cherche à réussir que d'être quelqu'un qui se contente de ce qu'il a ». Ah, la vertu du travail, c'est quelque chose ça. Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous cet extrait de l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell que l'habile philo m'a envoyé. Ce que je veux dire, c'est que le fait de croire que le travail est une vertu est la cause de grands maux dans le monde moderne, et que la voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution méthodique du travail. La morale du travail est une morale d'esclave, et le monde moderne n'a nul besoin de l'esclavage. La notion de devoir, du point de vue historique s'entend, fut un moyen qu'ont employé les puissants pour amener les autres à consacrer leur vie aux intérêts de leur maître plutôt qu'aux leurs. Bien entendu, ceux qui détiennent le pouvoir se masquent cette réalité à eux-mêmes en se persuadant que leurs intérêts coïncident avec ceux de l'humanité tout entière. Cette illusion entretient une logique individualiste. Et l'idée inconsciente que la condition sine qua non pour être une bonne personne, c'est chercher à être une bonne personne. C'est de vouloir progresser, vouloir réaliser ses rêves, etc. Comme si c'était chacun son rêve. Comme si la société n'influençait pas nos rêves. Si vous êtes un footballeur de génie, vous coulerez sous l'argent et la gloire. Si vous êtes la meilleure triathlète du monde, personne ne vous connaîtra et il vous faudra probablement avoir un job à côté. Si vous êtes une grande comédienne, le monde s'offre à vous. Si vous êtes un des plus grands poètes français de la fin du XXe siècle, vous mourrez dans l'indifférence générale. Où est la fameuse neutralité ? Ces différences révèlent un système de valeurs plus ou moins conscient. La société valorise davantage l'agilité balle au pied que la course à pied, et les talents d'actrice que le don littéraire. C'est une manière d'encourager certains rêves plutôt que d'autres. On trouve des valeurs, des vertus et des vices dans toutes les dimensions de la société, même là où on dit qu'il n'y en a pas. Par exemple, les médecins de l'OMS ont intégré l'homosexualité dans la liste des pathologies jusqu'en 1990. On peut défendre l'idée selon laquelle ce qui est déclaré pathologique est un avatar du péché autrefois dénoncé par l'Église. Il est dangereux de sous-estimer le rôle que joue ce système de valeurs dans l'organisation de la société. Croire à la société neutre, cela revient à croire que la société est libre de toute idéologie, qu'elle ne favorise pas un système de valeurs particulier. Mais personne ne nie complètement l'existence de valeurs dans la société. On voit bien dans le débat public, et surtout depuis quelque temps, qu'on a même tendance à insister sur l'importance des valeurs. Alors ce qui se passe, c'est qu'on les présente comme des évidences, comme si elles tombaient sous le sens. Quand on pense que des valeurs sont évidentes, quand on pense qu'elles devraient être universellement partagées, eh bien en un certain sens, on cesse de les voir comme des valeurs. On se dit que ces valeurs-là, c'est la norme au fond. Et si elles sont normales, alors c'est qu'elles n'appartiennent pas à une idéologie particulière, c'est qu'elles n'ont pas de couleur politique précise. Mais comment la société pourrait-elle tenir cette neutralité axiologique, c'est-à-dire s'organiser autour de valeurs supposément universelles, et tenir à l'écart toute valeur particulière, toute idéologie, alors même qu'elle est bâtie, mue et régulée par des humains, c'est-à-dire par des êtres désirants aux intérêts variés. En plus, on l'a vu avec l'exemple des médecins de l'OMS, une science comme la médecine n'a pas explicitement une vocation morale. Et pourtant, elle participe à la définition d'une morale en désignant ce qui est pathologique ou en construisant un concept de folie qui légitime de mettre à l'écart de la société certains individus. Alors comment peut-on croire à cet idéal de société neutre ? Eh bien précisément parce qu'on entretient une conception de l'être humain comme un individu libre et autonome.
parce qu'on imagine que l'individu peut, par lui-même, atteindre la connaissance, distinguer le vrai du faux, se libérer de ses désirs et préférences, de sa culture et de ses valeurs, on finit par croire qu'il est capable de fonder une société sur des principes neutres. Mais évidemment, comme on le disait au tout début, cette conception de l'être humain est très naïve. Et elle implique une conception tout aussi naïve du rapport à la connaissance. Ici, connaître reviendrait au fond à découvrir. L'individu accéderait à ce qui existerait déjà en lui, une sorte de raison pure, lui permettant ensuite d'accéder à ce qui existe sans lui, la réalité donc. Il y aurait au fond une seule bonne manière de réfléchir, de traiter les informations, et elle serait universellement partagée par toutes les personnes qui pensent correctement. On fait alors une distinction tacite entre le bon point de vue, qui permet d'accéder à la réalité, et les mauvais points de vue, biaisés et défaillants. C'est une position rassurante parce qu'elle est claire et manichéenne. L'objectif est simple, il s'agit de découvrir la réalité vraie qui fait autorité. On en parlait ici et là de ce rapport à la connaissance. Une autre manière de concevoir le rapport à la connaissance serait de considérer celle-ci davantage comme une production. Travailler à connaître quelque chose renverrait moins à un processus de révélation ou de découverte que pourrait mener l'individu dans son coin qu'à une construction collective, la production d'une culture, d'une représentation du monde. Par exemple, on verra l'école comme une institution qui produit des esprits, c'est-à-dire qui les informe dans les deux sens du terme, leur transmet des informations et leur donne une forme. Car ces deux choses n'en sont qu'une. Définir un programme scolaire, donc définir le contenu qu'on juge important d'apprendre, c'est choisir ce qui va construire le regard des élèves sur le monde. Cette approche reconnaît que les conditions dans lesquelles nous vivons déterminent la manière dont notre esprit fonctionne et donc définissent la forme de notre conscience, la représentation que l'on se fait du monde. C'est ce qu'on disait avec Madame Y et Monsieur X. De ce point de vue, on juge improbable la croyance selon laquelle l'être humain serait capable de s'extirper de ses conditions de vie pour penser librement et produire un regard neutre, telle une pure correspondance avec le réel. Ainsi, on considère que toute connaissance est une production collective étroitement liée à la manière dont ce collectif fonctionne. Qui compose cet ensemble d'individus? Comment sont organisées les relations à l'intérieur du collectif? Quelle hiérarchie est mise en place? Quel rapport de force? Etc. Et parce que cette organisation apparaît comme contingente, on reconnaît l'existence d'une multitude de manières de réfléchir. Ce qui ne revient pas à dire que toutes les pensées se valent. Cela veut simplement dire que leur valeur dépend du contexte dans lequel ces pensées s'inscrivent. Ici, ce qu'on appelle réalité est une chose beaucoup moins assurée, beaucoup moins simple et donc beaucoup moins autoritaire en quelque sorte. On insiste au contraire sur son caractère multiple et fragmenté, et on voit comme un péril pour la pensée l'idéalisation du rapport au monde sous le mode binaire du réel, irréel, vrai-faux. Au lieu de fantasmer une pensée universelle qui devrait s'imposer à tous, au lieu d'évaluer la pensée à l'aune de sa relation au vrai, à la vérité comme instance transcendante, autorité suprême, on évalue la pensée à l'aune de sa relation à la situation qui l'a vu naître. Ce peut être une situation d'énonciation. On s'attache alors à considérer un argument ou une idée en fonction de la thèse ou du débat auquel elle participe. Ce peut être une situation sociale. On rappelle alors que la place qu'on occupe dans la société conditionne le type d'expérience auquel on peut être confronté et que celles-ci permettent l'émergence d'un point de vue. Au-delà de la question de la connaissance, croire l'être humain libre et autonome, cela conduit également à défendre l'idée selon laquelle un individu n'est responsable que de ce qu'il fait lui. C'est-à-dire que l'on assimile la responsabilité à la causalité. C'est croire que je ne suis responsable que de ce dont je suis la cause. Du coup, si on a l'impression de ne pas participer activement aux injustices sociales, si on pense ne pas en produire soi-même, donc si on considère ne pas être une cause directe d'injustice, on s'autorise à conclure qu'on n'en est pas responsable. On peut ainsi s'en désintéresser. Même si on est d'accord pour dire que la vie est dure, on invite les gens à s'en sortir par eux-mêmes. C'est entre autres la fonction du développement personnel, ou la dernière arnaque en date, l'idéal de résilience. Mais on peut défendre l'idée contraire, à savoir que même si on n'est pas cause directe d'injustice qui se déroule dans la société, on en est quand même responsable. Pour comprendre ce sens du concept de responsabilité, il suffit de penser à une classe de maternelle. L'instituteur ou l'institutrice ne sont pas cause du comportement des enfants, mais ils en sont responsables. On peut aussi prendre comme exemple la non-assistance à personne en danger. Le fait de reconnaître qu'une personne est en danger nous place immédiatement en situation de responsabilité. En ce sens, on peut comprendre que les citoyens aient une forme de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans leur société, qu'ils en soient la cause ou non. Dans une société comme la nôtre, qui n'a pas éradiqué la culture du viol, les femmes sont constamment en situation de danger. C'est donc notre responsabilité à tous d'y remédier. On pourrait, pour finir, proposer une analogie. La neutralité est à la politique
ce que l'idéal de rationalité pure, débarrassé de tout biais, est à la psychologie, un fantasme de toute puissance. On veut croire que la société est neutre, comme on veut croire n'être victime d'aucun biais. Or, de la même manière qu'on gagne beaucoup à reconnaître l'existence des biais dans l'exercice de notre jugement, on gagnerait beaucoup à reconnaître que la société elle-même est biaisée. Le sexisme systémique ou le patriarcat, par exemple, apparaît en ce sens comme un biais social. En psychologie, un biais oriente la manière dont on traite les données. Le patriarcat oriente la manière dont on traite les individus. Dans un cas, cela peut produire des erreurs de résultat ou de raisonnement. Dans le cas du patriarcat, cela produit des injustices à répétition. Et comme pour les biais en psychologie, il y a une cécité au biais de la société. Si mes erreurs de raisonnement n'ont pas d'effet sur ma vie, je ne vais jamais me rendre compte que je raisonne mal. Et si les erreurs dans le fonctionnement de la société n'ont pas d'effet néfaste sur ma vie, je ne vais pas me rendre compte que la société produit des injustices. C'est en cela que l'impression de neutralité est dangereuse, elle s'auto-confirme. Plus je me tiens éloigné des problèmes, moins je les vois, moins je me sens concerné. Moins je me sens concerné, plus je pense être impartial, et plus je pense que mon regard est juste. La neutralité est une illusion produite par le statu quo, et en ce sens, défendre la neutralité, c'est défendre le statu quo. C'est ce que rappelait Paul Nizan dans Les Chiens de garde à propos des philosophes, et qu'on peut reprendre ici. Ceux qui ne souffrent pas du monde se contentent de le décrire, en laissant entendre qu'il est tel qu'il devrait être. Celles et ceux qui souffrent de l'état du monde s'attachent à décrire ce qu'il faut transformer. C'est le moment de rappeler ce qu'on disait dans la vidéo sur la sociologie, il faut distinguer la souffrance issue de la condition humaine de la souffrance issue de l'organisation sociale. Cela fait écho à une question que j'ai déjà posée dans plusieurs vidéos et qui est à mon avis décisive. Pour savoir comment nous réfléchissons, il est impératif de se demander « Le monde dans lequel je vis me convient-il » Pour plein de gens, le monde est objectivement dangereux. Pour eux, la société est un terrain miné. Leur vie comporte des risques et des souffrances supplémentaires que d'autres ne connaissent pas. L'injustice suprême consiste à ne pas reconnaître cette réalité-là. Et l'idéologie dominante, notamment via la notion de méritocratie, s'attache précisément à masquer cette réalité. Le point de départ de cette vidéo, c'était de dire qu'on a de bonnes raisons de croire qu'on n'est pas libre. Et on remarque que pourtant, on continue d'agir comme si on était libre. Pourquoi ? Est-ce seulement par habitude ? Si oui, faut-il arrêter ? Sinon, si c'est volontaire, c'est dans quel but ? Quelle organisation sociale vise-t-on par là ? Est-ce une affaire de responsabilisation individuelle ? J'aimerais que les amoureux du scepticisme se posent ces questions. Si nous déclarons qu'il vaut mieux agir comme si nous étions libres, alors nous devons reconnaître que nous entretenons un système de valeurs. Et ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de l'ignorer, de faire comme si ce n'était pas le cas. Certains biais cognitifs se nourrissent de l'objectif que l'on se donne. Par exemple, le désir de prouver qu'on a raison de croire ce qu'on croit. Percevoir ce désir permet de limiter son influence sur le raisonnement. Il en va de même avec la société. Il faut reconnaître qu'elle suit un système de valeurs et qu'elle distingue entre des vices et des vertus. Comme on le disait avec Aristote, mais aussi avec Spinoza dans plein d'autres vidéos, ces valeurs naissent d'un désir, car qui dit désir dit finalité. Les systèmes de valeurs découlent directement de ce qui est visé, ce qui est logique du reste, puisque naturellement, on vise ce que l'on considère comme bon. Comme on le disait au début de la vidéo pour les croyances, il y a les systèmes de valeurs de surface et les systèmes de valeurs profonds. Les premiers renvoient aux valeurs qu'on défend consciemment, dont on peut répondre si on nous interroge dessus. Les seconds renvoient aux valeurs qui sont ancrées en nous et qui orientent notre comportement. Il arrive que les deux systèmes coïncident. Il arrive que ce ne soit pas le cas. Il arrive surtout que l'on pense ne pas avoir de système de valeurs du tout, simplement parce qu'on n'a pas de système de valeurs de surface et parce qu'on ignore la présence d'un système de valeurs profond. Mais tout le monde a un système de valeurs, qu'on le veuille ou non. Si vous avez des désirs, vous adhérez à un système de valeurs. Et comme la société est bâtie par des humains, elle nourrit certaines valeurs plutôt que d'autres. Aussi, on peut dire que la société n'est pas impartiale dans sa manière de traiter les individus, parce qu'elle préfère certaines formes de vie à d'autres. Ses préférences dépendent de ses désirs, donc de l'objectif qu'elle se donne. Il est donc super important de discuter de l'objectif en question. Il est impératif de se demander quel genre de monde notre société cherche-t-elle à produire. Sans surprise, les individus qui composent une société sont influencés par le système de valeurs dans lequel ils naissent et évoluent. Par défaut, et sans forcément s'en rendre compte, nous désirons un monde. Nous nourrissons une conception de ce qui est bon ou mauvais pour la société. Et ces désirs se construisent en relation aux désirs qui nous entourent, au système de valeurs dominant. Il faut interroger ces influences. Et ça tombe bien, le super site Zététique Métacritique fait une série à ce sujet pour aider à prendre conscience de la présence des biais idéologiques. Si nous ne rendons pas explicite ce que nous souhaitons comme monde, nous ne pouvons pas débattre des moyens pour y parvenir.
Cette question peut paraître effrayante, notamment parce qu'elle met en péril l'idéal rassurant du consensus. Chercher à répondre, c'est probablement découvrir que nous ne voulons pas tous le même monde, et que nous ne voyons pas le même monde. C'est comprendre qu'il va falloir faire certains compromis, qu'on ne pourra pas se reposer sur la vérité vraie pour trancher une fois pour toutes. Il va falloir faire le travail tous ensemble, pour bâtir une société plus juste. Et ça va pas être simple, il y aura du conflit, mais je crois que ça vaut le coup. Alors voilà la question que je vous pose, et j'attends vos réponses en commentaire ou sur Twitter. Quel monde voulez-vous ? Ah oui, et au fait, qu'est-ce qu'on fait du libre arbitre ? Quelle est votre position là-dessus ? Je vais faire un format court bientôt, mais je vous donne un indice. Je crois qu'il y a des moments où il faut y croire, et des moments où il est préférable de garder à l'esprit que c'est une illusion. Et non, ce n'est pas une réponse de Normand. C'est fini. Grand merci à mes relecteurs et relectrices. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc., etc. Tous les soutiens aident à continuer, et donc du coup, merci à vous qui me soutenez depuis le début. Salut, à bientôt.